suis une nocturne. Pour moi, la créativité vient de la nuit. Il se passe quelque chose avec la nuit, une énergie différente. La nuit est un vide dans lequel je peux créer. Ce sont les mots de la chanteuse, autrice, compositrice et mannequin Grace Jones. Bonsoir à toutes et à tous. Amis oiseaux de nuit, merci d'être à l'écoute de ce premier numéro de cette nouvelle émission sur Radio Ems, l'œil de la nuit, durant laquelle nos invités vous ouvrent les portes de leur monde intime. Vous découvrirez ce qui les inspire, ce à quoi ils aspirent, ce qui les pousse à se lancer dans la création, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Le fait de créer ne relève-t-il pas un peu de la magie ? Quelle est la part de génie, de hasard et de labeur dans tout ça ? Nous allons essayer d'explorer pour vous toutes ces pistes et peut-être, qui sait, vous donner le goût de créer vous aussi. Chers amis, soyez indulgents pour cette première émission version bêta. Je vais faire de mon mieux pour vous tenir en haleine grâce à mes merveilleux invités. Car ce soir, je reçois à ce micro deux artistes. Aurélia Villermoz, artiste visuelle et designer graphique, cofondatrice de l'atelier Valmy, et Steph Toussaint, photographe d'objets d'art. Et toutes deux travaillent en Seine-Saint-Denis et dans l'Est parisien. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le mieux est que je vous laisse vous présenter. Je commence. Oui. Donc, j'ai fondé un atelier de graphisme qui s'appelle l'atelier Valmy. Au départ, on était 3, maintenant on n'est plus que 2. Et on travaille essentiellement avec des institutions culturelles, des théâtres, opéras, ou des acteurs institutionnels comme des villes, ministère de la Culture, etc. Et à côté de ça, je fais aussi pas mal de travail pour des maisons d'édition, pour les bières Mire qui a fait qu'on s'est rencontrés, puisque c'est les bières de Romainville. Voilà. Et aussi, à côté de ça, j'ai une activité artistique où je fais à la fois de la performance d'animation et beaucoup de dessins. Voilà, donc je crée aussi des mondes, des illustrations. Superbe. Steph ? Bonsoir. Je suis photographe d'objets d'art. Mais si je dis très vite, ça fait photographe de blé d'art. Et voilà, c'est toujours pratique pour se présenter. À côté, je fais un peu de photos en fauteuil roulant. C'était pour exprimer l'impossibilité d'avancer. Sinon, je m'intéresse à la génération d'images et non-génération d'images avec l'intelligence artificielle, entre autres. Merci beaucoup, c'était très complet. Maintenant que nous avons fait connaissance, il est temps d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit, à savoir votre rapport à la création. Dans cette première partie d'émission, on va s'intéresser concrètement aux réalisations de nos invités et à leur processus de création. En somme, le travail concret, comment ils créent. Alors, pour commencer, dites-nous pourquoi vous avez choisi l'art avec un grand A. Moi, non, c'est la même lettre que mon prénom, je sais pas. J'adore ce genre de réponse. Moi, je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment choisi l'art, c'est juste que j'avais pas trop le choix parce que le reste, ça m'intéressait, mais pas suffisamment, il n'y avait pas assez de défis. Voilà, donc j'avais envie de quelque chose où j'étais pas sûre d'obtenir un résultat immédiat. Ok. Un peu pareil, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi l'art, mais d'avoir eu un coup de bol, de l'avoir croisé un peu au lycée grâce aux copains, et du coup, c'est resté. Ok. Et puis la question un peu bateau, mais avez-vous fait une formation pour ce que vous faites ? Ah oui. Oui, j'ai fait une école d'art. Avant, j'avais fait plein d'autres diplômes. J'étais vraiment dans une formation académique. Enfin, j'étais tout droit sur les rails pour devenir prof, enseignante, chercheuse, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ce que je voulais dire avant, c'est que je voyais pas trop l'intérêt parce que je réussissais tout sans difficulté. Et j'avais envie de quelque chose qui me questionnait plus. Et donc après, j'ai basculé des études académiques vers une école d'art aux Arts Déco de Strasbourg à l'époque, qui s'appelle maintenant la HIA, la Haute École des Arts du Rhin. Oh, art. Et toi, Steph ? Oui, un DNSEP à Orléans, j'ai eu de la chance. Voilà. C'est quoi un DNSEP ? C'est un diplôme. Et là, c'était à l'Institut d'art visuel, je vais faire de la pub. C'était très très bien. Ok. Même si c'était Orléans. Voilà. On salue les gens d'Orléans qui ne nous écoutent pas.
Est-ce que vous avez une petite ou une grosse actualité en ce moment ou un projet, Aurélien? Moi, j'ai 2 projets en ce moment de dessin. Un qui est un atlas des lieux communs et autres mondanités, qui est donc une série de dessins. J'ai fait le premier qui s'appelle l'archipel des artistes émergents. Donc, en gros, c'est à chaque fois, je pars d'une expression toute faite et après, je fais un dessin allégorique ou toujours un petit peu moqueur sur les stéréotypes, quoi. Voilà. Et ça va sortir dans une maison d'édition? Non, pas encore, mais c'est un projet que j'ai commencé, mais que j'ai pas encore finalisé. J'ai posé une demande de bourse, mais que je n'ai malheureusement pas obtenue, donc je vais quand même le faire. Mais voilà. Steph? Ce serait plus une non-actualité. J'ai décidé de réfléchir différemment à comment j'allais continuer à faire des choses, des créas. Et en ce moment, c'est un peu en suspens et pourquoi pas un changement de médium. Ok, donc pas forcément la photo, quoi. Tu peux faire autre chose. Ouais. Ok, et l'IA pour toi, parce que ça te passionne pas mal quand même. Ouais, je trouve ça hyper complet, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'écrire, de dessiner, de sculpter, de me poser, de partager. C'est une autre façon de travailler et ça me plaît vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour créer? Par exemple, une routine de travail ou autre? Alors, c'est toujours moi qui commence, c'est ça le jeu. Ok. Alors, en fait, moi, ça dépend ce que je fais. Si je suis dans un processus de réflexion, j'ai plutôt tendance à mettre de la musique et plutôt de la musique un peu complexe. Enfin, un truc qui me porte, un truc où ça va pas être hyper répétitif, boum, boum, boum. Par contre, si je suis dans du faire, enfin voilà, quand je coule une maquette par exemple, ou je mets un podcast parce que il faut un truc qui maintient l'intérêt, quoi. Voilà. Ok, de Radio M, ce podcast. Voilà, bien sûr. Steph, j'aimerais bien en avoir une et j'y travaille. Et sinon, c'est les conditions qui sont là au moment où il faut que ça arrive. Ok, où ça arrive. Pensez-vous qu'il faille des qualités particulières pour créer? Je sais pas s'il faut des qualités particulières, mais en tout cas, je pense qu'il faut être tenace. Comme dans la vie, oui. Steph? J'en vois pas trop, mais oui, il faut avoir envie déjà, ouais. On en reparlera parce que y a-t-il un projet ou une réalisation dont vous êtes particulièrement fière? Moi, dans le domaine du design graphique, vraiment, je suis très, très fière de ce que j'ai fait pour l'Opéra de Montpellier. Parce que c'est un travail en binôme avec Christine Apote, avec qui j'avais cofondé l'atelier. Et c'est vraiment pour moi la synthèse de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a du sens, c'est des signes forts, c'est du dessin et aussi de la rigueur typographique. Et il y a vraiment une réflexion aussi sur la manière dont on énonce les spectacles, dont on clarifie les informations et où on désacralise en fait un type de spectacle qui peut être très très surplombant, l'opéra, et qui peut faire un peu peur. Et là, on est vraiment dans une communication qui est facile, qui est accessible pour tout le monde et qui me semble réussie esthétiquement aussi. Ouais, allier l'image et le sens. Tous ces, voilà. Steph? Pas spécialement. Je trouve que tous mes projets et réalisations, mais ils sont super. Je comprends pas que je sois pas homo maintenant, mais ouais. Méthode Coué. Non, naturel. Donc voilà, tout est... Non, donc pas d'échec constructif. Aucun échec, que du constructif. Du coup, t'as commencé, Aurélien. Mais t'as vu mon site, t'es d'accord? Ouais, j'avoue. Voilà. Tout est parfait. Moi, c'est notre différence, on le sait. Moi, je suis beaucoup plus autocritique, ouais. Mais j'ai un ratage monumental à raconter. Ah ouais, je peux, si vous voulez. Je peux me faire. Mais ratage monumental. Je travaillais pour un institut culturel. Et puis, il y a eu la directrice, c'était un peu compliqué les rapports avec elle. Et puis, il y a eu un changement de chargé de communication. Et je pense que c'est aussi là où ça marche pas.
J'ai été mal orientée et en fait, c'était pour une expo Martine Parr. Là-bas. Ouais, je photographe. Et en fait, il a pris des photos de plein de trucs dans le quartier, donc c'est dans le quartier de la Goutte d'Or, et notamment les prières de rue. Et on s'est dit, mais ça serait chouette de faire une affiche avec ces photos de prières de rue. Mais bon, c'est Martine Parr, donc c'est toujours un petit peu caustique, voilà. Et en fait, je venais de sortir de l'école et je crois que j'avais pas perçu la puissance que ça pouvait avoir comme image. Et on a mis les pieds dans le plat. Et en fait, on a utilisé cette photo qui est super pour l'affiche. Sauf qu'on s'est fait retoquer comme des salles par la mairie de Paris parce qu'on mettait les pieds en plein dans les polémiques alors à l'époque, c'était le Front National. Mais voilà, on s'est fait engueuler. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a longtemps. Hein, c'était. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de mosquée à Barbès à ce moment-là, à la Goutte d'Or, et il y avait pas mal de monde qui faisait les prières de rue dans la rue. Et avec le recul, je me dis, mais j'étais d'une naïveté totale, parce que moi, je voyais pas le mal, parce que j'avais pas de pensée politique, d'a priori négatif sur le fait que des gens fassent leurs prières. Je trouvais juste ça triste pour eux qu'ils aient pas d'endroit. mais c'est vrai que ça faisait une image un peu comique, mais c'était pas très bien non plus de se moquer d'eux. Enfin bon, bref, il y avait rien qui allait dans ce truc. Et voilà, c'était une énorme leçon sur la puissance des images. Ok, ouais. Et voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On est un peu en avance, mais c'est bien, on a fait des réponses concises, mais on va se rattraper sur la partie suivante. Et puis, avant de poursuivre cet échange, on marque une première pause musicale avec le morceau choisi par Aurélia. Aurélia, c'est Canine, et c'est Ventimiglia. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Across a secret way.
Aurélia, pourquoi ce titre ? Parce que ça me donne de la force. En fait, quand j'oublie un peu ce que je fais et que ça va pas, je l'écoute et ça va mieux. Et aussi parce que c'est une artiste que j'aime bien et j'aimerais bien travailler avec elle. Voilà. Ah ouais, sur quel type de projet ? Bah, je sais pas. Alors, elle fait des spectacles qui sont vachement bien. Et comme je fais de l'animation en direct, j'ai un collectif qui s'appelle le Live Animated Orchestra, dans lequel on fait des films d'animation en direct. J'adorerais faire un concert avec elle où on fait de l'anime et des séquences avec elle, parce qu'il y a tout un univers aussi qui est un peu différent dans le deuxième album. Et dans le premier album dont est extrait ce titre, elle était sur scène avec un masque de plumes noir et accompagnée de toute une troupe en fait de femmes musiciennes et choristes également masquées. Et il y avait tout un truc un peu mystérieux qui invitait vraiment à créer un univers un peu magique, inquiétant, quelque chose qui appelle la narration et en même temps qui est dans l'abstraction. Enfin voilà. Ça donne envie, j'espère qu'elle nous écoute. Je crois qu'elle habite pas là, mais on peut lui envoyer un lien. On peut lui envoyer un lien. Donc, nous allons aborder maintenant la deuxième partie de l'émission, les origines. Alors, il est question du parcours de création proprement dit. Comment nos invités IEU sont arrivés à faire ce qu'elles font et pour découvrir un peu l'instant zéro de leur vocation. On va commencer par Steph, qui a une réponse toute prête pour « Diriez-vous que vous avez une envie irrépressible de créer ? Et si oui, d'où vient-elle » Alors, j'ai pas de réponse toute prête, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le mot irrépressible. Et je cherche l'autre mot, mais... C'était génie. C'est pas une envie irrépressible de créer, mais ça s'impose quand même. Et puis, et ça peut être soulageant, agréable. Enfin, ça aide. Je parle pas de thérapeutique, mais ça élève. Mais irrépressible, je ne sais pas. Ok. Et d'où ça vient ? Je sais pas du tout, non plus. C'est pas du tout. Non, mais je suis bien contente. Même si c'est un peu compliqué des fois, c'est quand même satisfaisant, je trouve. Ok. Ouais, c'est pareil, irrépressible, je sais pas, parce que irrépressible, on dirait qu'il y a quelque chose qui pousse, qui veut sortir. Comme une Ou que c'est un super-héros. Voilà. Et en fait, c'est pas trop ce que je ressens, c'est surtout que je sais pas faire autrement, en fait. C'est que quand j'essaye de pas dessiner, il y a toujours un moment où je finis par dessiner, ou prendre une photo, ou penser à un jeu de mots. Enfin, voilà, c'est tout le temps présent. Et quand il y en a, quand je dessine pas, par exemple, en ce moment, je dessine très peu, je sens que ça me manque. En fait, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt que si ça se suspend, je me sens pas bien, et c'est vrai que ça influe aussi sur mon équilibre. J'ai besoin, quoi. Et l'inspiration appelle l'inspiration, j'imagine. Voilà, aussi. Mais c'est pas fort. Ouais, c'est ça. Sinon, ça fait un quotidien un peu boring. Voilà, et puis c'est surtout que ça vient souvent de rapprochements qu'on n'avait pas pensé, auxquels on n'avait pas pensé, et un peu du hasard et beaucoup de jeux, en fait. Beaucoup de jeux aussi. Et vous, toi, tu dessines depuis toute petite ? Ouais, tout le temps. Je sais pas quand ça a commencé, mais je crois que depuis que je suis petite, je dessine. Ouais. Et Steph, toi, tu... aussi, oui, avec des crayons de couleur. Ah oui, et tu disais pas de feutre ? Non, ça fait des taches. Ah ouais, on reste au crayola. Moi, je débordais toujours des contours. Ah c'est bien les gens qui débordent. Ça m'étonne. Ouais, mon frère, il devenait dingue. Il disait, je comprends pas, tu dessines bien, mais pourquoi tu colories pas bien ? Et du coup, il fait quoi dans la vie ? Il est animateur radio. C'est très drôle. En Suisse. En Suisse ? Oui. Ok. Justement, on parlait de l'enfance, et ma question en fait sur ces origines de la création, c'est est-ce qu'il y a eu une rencontre décisive
dans votre enfance, par exemple, ou en tout cas une figure inspirante? Pour la rencontre, bah oui, un groupe de copains tourangeaux qui faisaient de l'art plastique et de la musique et voilà, c'était, je connaissais pas ces médiums, ce milieu, cette pratique, et du coup ça a été super. C'est quoi? Ils faisaient quoi comme la peinture, sculpture? Ça a changé, oui, bien sûr. Ouais, peinture, sculpture, musique, Okay. un peu de cinéma. Et ils avaient ton âge? Ouais. Ok. Moi, j'ai pas de rencontre marquante, je crois pas. Moi, je viens plutôt d'une famille de musiciens. Voilà. Donc, il y a toujours eu la création, l'échange. Et oui, il y avait ma grand-mère qui peignait, mais en amateur. Et ma tante, avec qui les rapports étaient pas hyper simples. Mais en fait, c'est plus moi qui lisais beaucoup de bandes dessinées et voilà, qui aimait la peinture et puis voilà, des découvertes au gré d'expositions amenées par mes parents, quoi, en fait. Ouais, il y avait quand même une... Ou toi, ce serait plus une rencontre décisive qui a fait que ça a freiné. Oui, c'est vrai. Quelle est cette rencontre? Il y a mon oncle qui m'a La traumatisée. J'étais au rayon BD d'un supermarché. Donc, en gros, mes parents, ils faisaient les courses et pour avoir la paix, ils me collaient au rayon BD. Et là, je dévorais tout. Et parce que j'étais une grosse lectrice. Et là, mon oncle m'a surpris en train de lire une BD où visiblement j'avais beaucoup de plaisir et je me marrais bien. Et il m'a dit, il n'y a pas que la BD dans la vie. Et en fait, ça m'a traumatisée et j'osais plus lire de BD, dessiner pendant des années. Ah oui, Elle n'a plus fait les courses non plus. Je les faisais déjà pas. Hein. Mais en effet, il peut y avoir aussi un frein et une émotion. On peut parler aussi de l'émotion créatrice, ce qu'on ressent comme une sorte de choc esthétique. Donc toi, c'était plutôt une émotion castratrice, mais il peut y avoir aussi justement les expos que vous avez vues ou l'art de tes amis à toi, Steph, la pratique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a vraiment marqué? Ouais, mais de façon très anecdotique, mais je m'en souviens toujours. Une expo de pop art. Je pensais pas que j'étais sensible au pop art. Je sais même plus où c'était, mais j'étais bouleversée. Voilà. Et sinon, en voyant une reproduction de L'Ange de Memling. Ok. Et très surprise des émotions ressenties à ce moment-là. C'était quoi comme émotion? Et du contact, de la beauté. Et de l'émotion un peu larmée, un petit peu des yeux tout mouillés pour le pop art. Pour ceux qui ne nous voient pas, en fait, qui nous entendent, Steph, elle se bouge ses doigts autour de ses yeux pour faire comme des petits cils et des larmes. C'est très beau, Steph. C'est magnifique. Aurélia? Moi, je crois que ma première émotion picturale, c'était l'exposition Die Brücke. Je pense au musée d'art moderne à Paris. C'est le pont? Die Brücke. Ouais, Die Brücke, c'est un... Bravo. Ouais, ça vient de loin. C'est un groupement d'artistes allemands de l'entre-deux-guerres. Et en fait, ça se caractérise surtout, c'est dans l'expressionnisme allemand. Il y avait des Blaureiter et Die Brücke. Der Blaureiter, n'importe quoi. Attention les déclinaisons. Ouais. Et en fait, à chaque fois, ça se caractérise par des couleurs très très vives. Et je pense un peu avant ça, il y avait eu aussi, parce que moi j'ai grandi plutôt en Haute-Savoie, donc on allait régulièrement à la Fondation Gianada en Suisse, à Martigny, et j'ai vu une expo sur Nicolas de Staël, qui m'a beaucoup marquée aussi. Et également, il y en avait une autre de... Je ne sais plus si c'était Matisse ou c'était... Enfin, à chaque fois, c'était une approche autour de la couleur, en fait. Beaucoup d'émotions sur la couleur. Ouais, parce que l'expressionnisme, c'est... C'est très couleur et simplicité des formes aussi. Enfin, voilà. Ok, c'est bien, ça nous fait réviser. Ouais, puis un peu rêver. Enfin, je viens de revoir du coup quelques dans mes yeux, comme Ouais. ça. Die Brücke, et c'est vrai que c'est vachement beau. Ouais. Et puis, Expressionnisme allemand très... ouais. Et plus récemment, c'est une expo, on était ensemble, d'ailleurs, à Londres, pour Turner, William Turner.
Je crois que je l'ai vu aussi. Et elle a tourné pas mal en Europe. Et c'est sur ces années de fin de carrière où en fait il tend progressivement à l'abstraction, où ça devient plus que de la lumière en fait. Et je me souviens très clairement être restée pendant longtemps, avoir presque le tournis en regardant les toiles et être émue aux larmes. Enfin, j'étais pareil comme toi, quoi, bouleversée. C'est pas parce qu'il devenait aveugle ou je confonds avec Monet? Bon, je sais pas. On laissera les auditeurs regarder sur Wikipédia. Et ok, j'en venais un peu à une autre question en rapport avec celle-ci. Avez-vous des sources d'inspiration et des artistes que vous aimez? Donc là, on parle d'un choc esthétique, mais en tout cas, il y a forcément des artistes dont vous suivez le travail et qui vous influencent d'une manière ou d'une autre. Contemporain ou pas, hein. Tu veux commencer, Steph ou... Ok. En source d'inspiration, j'aime beaucoup voir la peinture, c'est vrai. Énormément. Et voilà. Peut-être plus que de la photo, souvent. Et voilà. Et ça, c'est vrai que c'est comme un flux qui permet d'alimenter, j'imagine, un truc auquel j'ai pas accès. Et sinon, au niveau des artistes, et c'est pas forcément en ce moment, et c'est pas que je suis à fond, mais je pense souvent à Viviane Meyer. Ouais, alors en photo, c'est une photographe des années 50, c'est ça, qui a été découverte il y a pas si longtemps par quelqu'un qui avait trouvé ses photos dans un vide-grenier. Enfin, et il y a eu un très beau documentaire qui a été fait sur Viviane Meyer. Mais c'était ma question que j'allais te poser, parce que quand tu disais que t'aimais regarder la peinture, alors qu'en fait toi t'es plus photo, et ouais. c'est normal qu'on puisse s'alimenter de tout type, sorte d'art en fait, peu importe notre pratique. Ouais, j'imagine. Mais ouais, je suppose, ouais. Il me semble, il y a plein de photographes, en fait, qui sont hyper pointus en histoire de l'art et notamment en peinture. Enfin, il y a beaucoup de compositions qui sont inspirées, de mise en scène aussi. Mais je préfère qu'on parle de Viviane Meyer. J'adore Viviane Meyer. Je crois que c'est quelqu'un qui a besoin de documentation en architecture, qui a acheté des bacs et des bacs à Drouot. Et là, il a découvert cette dame, cette femme qui est nourrice et qui a fait de la photo tout le temps, toute sa vie. Et voilà, son décadrage m'intéresse parce que elle le porte autour de son cou, c'est un moyen format. Et c'est ça que je trouve super dans son boulot, en plus de son histoire, c'est-à-dire d'avoir fait des photos tout le temps. Et de façon anonyme. Exactement. En plus, parce qu'elle n'était pas du tout connue à l'époque. Exactement. Comme pour le coup, pour tes questions, un truc irrépressible. Irrépressible. Comme une envie de faire pipi. On continue, t'imagines? Ouais. Et redécouvert, et découvert par hasard, et plein de lettres de noblesse qui l'ont rendu. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas l'air sympa en plus, mais bon. Non, elle n'était pas. Elle a fait un ou deux autoportraits. C'était vraiment la nanny à l'ancienne, quoi. Et justement, ça m'a fait penser à ce dont tu as parlé tout au début de l'émission sur ton travail, où tu parlais de The Watcher, où tu disais que tu faisais des photos en fauteuil roulant. En l'occurrence, tu ne vis pas en fauteuil roulant, mais c'est parce que c'était un peu... Je ne vis pas en fauteuil roulant, et c'était pour exprimer un sentiment, l'impossibilité d'avancer. Et du coup, je suis en fauteuil et quelqu'un derrière me pousse. Et toutes ces photos sont devenues autre chose. Quelque chose autour de l'imposture et aussi une espèce de dialogue et oui, une déambulation, mais qui dépend aussi beaucoup de la personne qui me pousse derrière. Ok. Et tout ça, on peut le retrouver sur ton Instagram et ton site comme le 1er novembre. Tout à fait. Eh bien, il est temps d'aborder notre troisième partie. On va reprendre une petite morceau de la question précédente parce que je me rends compte que Aurélien n'a pas donné toutes ses sources d'inspiration. On avait compris qu'il y avait Turner et Die Brücke. Vas-y Aurélien, je t'ai coupé. C'était mon introduction dans la... Non, en fait, j'ai envie de citer aussi un photographe qu'on aime bien, et Steph et moi. C'est Sol Leiter. Merveilleux. Ouais. Mais aussi, c'est pareil, c'est toujours de la couleur, des décadrages, des flous, des effets d'humidité, de pluie, de gouttes d'eau. Voilà, c'est ça. Je l'ai vu aux rencontres, la photo de Arles. Si vous n'y êtes jamais allé, allez-y, c'est sublimissime. C'était l'année dernière. Et en effet, j'ai eu une grosse claque. Ouais, c'est super, c'est super fort et poétique. Ouais, et poétique.
Et moi, il y a un autre que j'aime beaucoup et qui m'accompagne depuis très longtemps, depuis que je l'ai découvert justement à l'école d'art, c'est Paul Cox. Ok. Qui est à la fois graphiste, illustrateur, peintre. Et j'adore parce que il a un langage graphique très simple, en même temps complètement expérimental. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il prend beaucoup de plaisir. Et il invente des histoires. Et voilà, quand j'étais en résidence cet été à l'abbaye de Fontevraud, il a fait le décor d'une des cloches qui est dans le parc. Et elle est géniale, sa cloche. Paul Cox. Ouais, Ok. Paul Cox. Eh bien, passons donc à cette troisième partie où je voulais revenir sur l'identité du créateur. C'est quoi être un artiste, ou du moins se définir comme tel face aux autres? Ma première question, un peu cliché, qui sera pour Stéphanie. Pour Aurélia. Un artiste est-il forcément anticonformiste, / un peu fou, / désagréable? Moi, je suis hyper désagréable. Tout le temps. Ça s'entend. Un peu fou, ouais, parce que ça prend beaucoup trop de temps d'être obsédé par vouloir faire un truc et puis être jamais satisfait. C'est vrai que ça faut être un peu fou. Anticonformiste, je sais pas. En tout cas, hors cadre, je dirais. Plutôt avoir envie de faire des pas de côté ou... en tout cas, moi, ce que j'essaye, c'est d'avoir une forme de liberté, de jeu. Pour moi, c'est hyper important, la notion de jeu quand je crée, et aussi, et le plaisir, quoi. Même si, évidemment, c'est pas tout de suite une partie de plaisir, mais et aussi accepter de se perdre. Donc oui, il faut être un peu fou pour. Ouais. Et désagréable, c'est parce qu'on souffre, en fait? Non, je pense que c'est qu'il y a des caractères de cochon. Partout. Steph, un petit mot sur le caractère de cochon? Ouais. Désagréable, voire très très désagréable, l'artiste. Et moi, je suis quelqu'un de très sympa. Alors, je suis pas artiste, mais je fais des petites créations. Et voilà. Non, mais c'est plus facile de travailler avec des artistes morts, on est d'accord. Ah ouais, je veux bien le croire. Juste les deux mots, ça va déjà beaucoup mieux. Mais peut-être qu'il faut être déjà différent, ouais. En tout cas, ouais, faut s'accrocher pour ceux qui sont artistes. Eh ben, et bravo. Ça nous mène... Ouais, bravo. Parce que, c'est pour ça qu'on en fait une émission, d'ailleurs. Alors, j'en viens à... Vous pensez quoi de la notion de génie? Une notion, certes, un peu galvaudée. Dites-le. Je suis tout à fait d'accord. J'aime pas ce mot génie. En plus, je connaissais quelqu'un qui habitait Impasse du Génie et qui avait un gros melon. J'avoue. Donc, en plus... là, il y a eu pas mal de débats sur le fait que c'est aussi une construction du 19e siècle, le mythe du génie et tout ça. Donc, je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des... C'est vrai, on n'est pas égaux avec les talents qu'on a à la base, mais après, pour moi, il y a vachement de... il y a beaucoup de travail derrière. Du travail dont on se rend pas forcément compte. Je veux dire, quand j'ai dessiné toute petite, j'ai dessiné parce que ça me plaisait. Mais je pensais pas que je travaillais, mais en fait, je travaillais. Je m'entraînais, quoi. Tu réponds à toutes les questions suivantes, c'est ça qui... Ah, pardon. Non, mais c'est vachement bien parce que ça va te perdre, en fait. Parce que quand on parlait du génie, on parlait aussi du travail et de talent. C'est quoi la proportion? Steph, tu peux répondre aux deux. À propos de génie, je pense qu'il y a peut-être des superstars meilleurs que d'autres. Voilà. Bon. Okay. Et sinon, à propos du talent et du travail, moi, j'aimerais bien en connaître des gens qui travaillent pas, en vrai, et qui ont que le talent. J'ai lu de plus... non, en fait, tout le monde nous dit qu'il faut travailler. notre régisseur, notre ingé son, là. Non, mais après il nous fait des grands signes. On a dépassé l'heure? Non, pas du tout. Juste, c'était lui, le mec, avec que pas de travail et que du talent. Ah oui, bien sûr. Ah yes. Mais par contre, moi, je suis d'accord qu'il y a des fois, c'est pas la peine de... ça prend beaucoup de temps à rien faire pour faire un truc super. En 2 secondes. Ouais, le ça Whiteman, arrive aussi. monochrome de Whiteman, par exemple. Ouais, mais hors contexte. C'est ça le truc. Comment ça, hors contexte? Peut-être qu'il y a une fulgurance, bien sûr, mais c'est parce que... Mais tu peux avoir passé 4 jours à réfléchir, à rien faire, à te morfondre parce que t'arrives à rien.
Et puis à la fin, en 3 minutes, t'as fait un truc super et qui est vachement juste et qui est spontané, enfin qui est pas si spontané que ça, mais Voilà, qui Une réflexion voilà. aussi. C'est le fruit de Voilà. 4 jours entiers de réflexion. Voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que concrètement, tu peux réellement ne rien avoir fait. Enfin, pendant 4 jours, à part t'être torturé l'esprit. Ou faire beaucoup aussi, et c'est tout pourri, alors que... Voilà, exactement. Et que tu jettes Et tout à là, la ça repart. poubelle. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours dans un contexte où on bosse, quoi. Ok. Est-ce que vous créez pour vous ou pour les autres? Et du coup, là, on en vient à la question du rapport au regard de l'autre ou des autres. Tu veux que je commence, c'est ça? Ah, comme tu veux. Ok. J'ai commencé. Alors moi, j'ai eu un rapport assez compliqué au regard des autres, dont je m'extrais progressivement, et où j'ai beaucoup besoin à la base de la validation de gens dont j'estime le regard adéquat, enfin juste, pertinent, intelligent. Et progressivement, j'apprends de plus en plus à faire confiance à mon jugement à moi. Et Ok. j'avoue que quand même, quand je dessine ou quand je fais des trucs, c'est parce que ça me fait rigoler d'abord. Enfin voilà, genre l'Atlas des lieux communs, c'est parce que ça me fait marrer. Voilà. Et ensuite parce que j'ai envie de faire rigoler les autres aussi. Enfin, voilà. Mais après, dans la pratique de design graphique, je suis souvent en dialogue avec des regards extérieurs à ce que moi j'estime adéquat. Et là, c'est plus compliqué. Voilà. Ok. Steph, toi Je crée pour moi, ouais. Je crée parce que faut créer. Et pour les autres, j'aimerais bien. Mais le regard des autres, non, mais c'est vrai, il est malheureusement très décevant. Parce qu'en fait, tu t'en fous. Et voilà, tu crées pour ils toi, sont quoi. moins fans que moi dans le boulot, donc il n'y a pas de dialogue. Ils ont tort, Mais ouais. par contre, certains autres peuvent m'inspirer. Ouais, c'est ça dépend de quels autres on parle en fait. Ouais, mais après le regard, non, mais je suis, Ouais. non, on n'a pas le même. Ok, c'est hyper intéressant. Et je m'en fous. Enfin, tant mieux. Rien à foutre. Oups. Je suis d'accord. Comme ça, tu regretteras rien. Alors, autre question. Alors, pourquoi la création toujours? Est-ce qu'on crée pour le succès, l'éternité, se réparer? Il y a forcément un but à la création. Le melon? L'ennui. Ouais. Non, mais c'est vrai, je me suis énormément ennuyée. Et là, je m'ennuie de moins en moins et je m'éclate de plus en plus dans ma pratique. Donc, perso, pas ennui. Ok. Aurélien? Aussi pour le plaisir, hein, je crois. Enfin, C'était la question d'après. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Ça, pas forcément que du plaisir. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me sens mieux quand j'ai une création que j'aime bien. Ça donne aussi du sens à comment je vis. Et c'est pas facile comme question. Attends, je vais trouver un truc. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand je dessine, quand je fais des trucs méditatifs, il y a vraiment un truc d'absorption, et ça, c'est en lien avec ce que je disais au début de la musique. C'est que tout d'un coup, on est pris dans. Il paraît que ça s'appelle le flow, mais c'est un truc où on est emporté en fait. Et ça, c'est génial comme sensation. un truc très méditatif, Steph? Pareil, ça donne un sens. Voilà, Ok. un sens à ma life. Et pas un sens interdit. Ouais, sens interdit. Waouh. Et je t'adore parce que tu fais des réponses concises. C'est merveilleux quand on est un peu en retard. Eh bien, on va terminer par des mini conseils pour nos auditeurs qui veulent se lancer dans une pratique. Ne lâchez rien. Ok. Tu m'as piqué ma punchline. Ça peut être la même. Eh ben ouais. Ne lâchez rien. Ouais. Eh ben, on va clore ce débat. Et pour ça, on va écouter le deuxième titre choisi par Steph cette fois. Ça s'appelle Only Takes a Night de The Do. Ouais. Radio Ems, c'est ma radio préférée. If I'm a joker and a fool tonight, if I'm a shadow at the bar,
hold me tight, someone. I wanna dance and hit the ground. Pour me that spirit till I start a fight and lose 1,000 rounds. I wanna mess around. I wanna lose it all at once. If I can make the worst mistakes the devil ever made. I wanna mess around. I wanna lose it all at once. If I could make my life a hell, I'd feel alive somehow. It only takes a night. It only takes a night. I'm in a comfortable disgrace tonight. In fact, a pain of great delight. Isn't it funny how the wind can turn with people of your kind? I'm devastated just like everyone, but everyone enjoys me much. I'm afraid I never felt as good as now. This best, my best in life. I wanna mess around. I wanna lose it all at once. If I could make the worst mistakes the devil ever made. I wanna mess around. I wanna lose it all at once. If I could make my life a hell, I'd feel alive somehow. It only takes a night. It only takes a night. It only takes one night to make everything right. Why this title? Because c'est une chanson qui me donne envie de danser, de bouger les bras, même assise, et j'ai vu que vous aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et une fois, j'ai lu les paroles, la traduction, et c'est tout moi, en fait. Et c'est quelqu'un qui rigole et qui passe une bonne soirée et qui rigole à s'enrouler par terre. Voilà. C'est génial. Oui, qui cherche à... Non. C'est comme tu veux, je sais pas. Bah, je sais pas, c'est quand même... les paroles, c'est quand même que c'est quelqu'un qui cherche à s'en prendre plein la tête, quoi. Ok. C'est intéressant psychanalytiquement. Et toi, pourquoi tu dansais sur cette chanson? Eh ben parce que juste, elle était très entraînante. Je l'aime bien aussi. Eh bien, voilà. Et tout le monde, hein, je vous assure, Franck aussi derrière ses manettes. On a qu'à la remettre. Non, parce que j'ai plein de trucs à vous demander avant la fin. Alors, eh ben, on va clore d'ailleurs ce premier numéro de l'œil de la nuit par une séquence qui reviendra dans toutes les émissions, qui est une sorte de portrait chinois de nos invités, façon questionnaire de Proust. Comme ça s'appelle l'œil de la nuit, on va commencer par la question de base. Dormez-vous beaucoup? Vous pouvez répondre dans n'importe quel ordre. On attend que les lumières soient éteintes. Je dors assez peu et de façon décalée. Malheureusement. Bah, moi, je dors pas mal, ouais. Mais j'ai une bonne faculté de récupération. C'est pas négligeable. Créez-vous davantage la nuit que le jour? Naturellement, je dirais que je suis plus à l'aise et je me sens mieux la nuit, mais des fois j'ai des prises de vue le matin, tôt, très tôt. Donc, Tu prends des cafés, quoi. la nuit, mais je préfère que ce soit le jour ou bref, autre chose. Ah, ouais. Ok. Moi, je crée assez peu la nuit. Avant, je le faisais beaucoup, en fait, mais parce que je pense que c'était le moment où j'étais tranquille. Mais maintenant, ça peut m'arriver, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Ok, c'est peut-être parce quand on est plus jeune, on fait plus de trucs la nuit, je sais pas. Votre rêve récurrent? Bah, moi, j'en ai pas, genre, bon, je te laisse parler.
Alors, en ce moment, c'est vrai, j'avoue. En ce moment, que j'ai plusieurs locaux, appartements, comme des ateliers, plein que j'oublie. Hop, mais j'avais celui-là. Voilà, et ça donne presque le vertige, ouais. Mais c'est un rêve. Et t'éparpilles toutes tes créations dans ces différents... Ah non, c'est des locaux vides que je trouve très beaux, que je regarde. Ah, c'est intéressant. Bah, ils sont Freud. hyper beaux, je comprends. Ouais. Vachement bien. Ok. Et votre pire cauchemar. Qu'il soit rêvé ou vraiment vécu. Ça peut être une peur, ça peut être... Être aimé par des gens que tu détestes. Avec des goûts de... Avec des goûts atroces que tu... ouais. Et être obligé d'être poli avec eux. Ouais, ça, c'est intéressant. J'en ai pas. Ouais, bah oui, t'en fréquentes pas. De toute façon, tu leur parles pas. Donc, pas de pire cauchemar, Steph? Non. Ok. Bah, les trucs que je voulais qui redouter, il y en a qui sont arrivés. Mhm. Non, pas en ce moment. D'accord, ok. Un rêve devenu réalité. Bah alors, ouais, moi, il y en a un, mais qui était modeste. Hein, c'était que quand je suis sortie de l'école, justement, je voulais travailler pour des institutions culturelles et travailler pour des théâtres. Et puis, bah, je l'ai fait. Alors maintenant, il faut que je me trouve un nouveau... Enfin, j'ai un nouveau but. C'est justement faire plus de création personnelle. Publier un livre. Par exemple. Le rêve devenu réalité, bah, je rêvais d'avoir un atelier. Et je suis contente. T'en as plein. Dans tous tes rêves. Dans mes rêves, voilà. Un dans chaque Sinon, j'en ai rêve. eu un, ouais, mais ça a duré 9 mois. Je le laisse fin décembre. Eh bien, Voilà. c'est un rêve éphémère. C'était bien. J'ai bien aimé. Votre plus grande insomnie. Bah, j'ai pas d'idée. T'as pas d'insomnie? Si, ça m'arrive, mais... ouais, non, là, en ce moment, je dors bien. Hier, avant-hier, Ok. sans doute celle d'avant. Sans doute demain. Elles sont quand même pas mal. Ou ce soir. Oui, ce soir. Tout à fait. Mais j'écouterai Ems. Exactement. Très bon conseil d'ailleurs. La nuit porte-t-elle conseil? Ouais, prendre du recul, ouais. Pareil. Demain est un autre jour. Comment vous résistez au sommeil qui vous prend ou pas? Quels sont vos carburants pour tenir? Rien pour empêcher le sommeil. Plutôt l'inverse. Des trucs pour ramener le sommeil, voilà. Ok. Bah, moi, c'est très facile. Je suis hypersensible à la caféine. Donc, voilà, je prends un café après 15 heures, c'est bon. Tu dors plus. Je dors plus. Et le pire que j'ai fait, c'est j'étais en Suisse et je me suis dit, ah tiens, ça a l'air bien cette boisson à la guarana. Je savais pas ce que c'était la guarana. Et c'était un truc de 20 centilitres. Et j'ai bu le truc de 20 centilitres. C'était hyper bon. Je comprenais pas pourquoi ils le vendaient pas en plus grande quantité. J'ai pas dormi pendant plus de 24 heures. J'étais genre... Ok. Ah, c'est bon à savoir. Que lisez-vous la nuit? Rien de particulier. Ça peut être scroller, et des articles ou des conneries, mais pas de livre. Et la nuit, j'aime bien des lumières très, très faibles. Ok. La nuit, généralement, je dors. Mais si je dors pas, c'est que je suis bloquée sur mon téléphone. Ouais. Mais pas de livre avec des pages? Ah bah des vraies si, pages? bien sûr. Alors moi, mais le truc, c'est que ça marche hyper bien. Je m'endors hyper vite, en fait, quand je lis. Pareil. Ouais. Mais tu veux savoir ce que je lis? Ouais. Bah, en ce moment, je lis... Alors, j'ai une petite faiblesse pour Cécile Coulon, comme on en a déjà parlé. Mhm. Et en ce moment, je suis en train de découvrir Becky Chambers, qui est une autrice de science-fiction. Mais des science-fiction avec des propositions de monde vivable. Et c'est notamment, les titres sont très beaux. C'est un psaume pour les robots sauvages. Oh là, magnifique. Voilà. Ok. Je conseille, c'est court et c'est très fort. Ben voilà, hop. Un de plus sur la pile à lire. Le mot de la nuit. M-O-T. Chut. Je sais pas quoi dire, là. Zzz. Ah, jolie onomatopée.
Les mots de la nuit, M-A-U-X. Matin. Moustique. Oh, et ça commence par des M, comme on aime sur Radio Ems. La musique de la nuit. La playlist du moment. C'est quoi la playlist du moment? Une playlist que j'écoute au moment où je suis dans la nuit. Ok. D'accord. Pas de truc spécifique. Pas de titre type. Ouais, moi j'ai pas de titre type non plus, mais plutôt des trucs un peu doux et genre du Keith Jarrett ou des trucs comme ça. Justement, alors quand ça peut être une nuit de création où t'es emporté par ton truc et t'es porté justement par la musique qui te fait aller dans des modalités, moi ce que j'appelle complexes, c'est-à-dire qu'en fait t'anticipes pas et tu te laisses porter par le geste que t'es en train de faire en fait. Ok, c'est-à-dire tu accueilles le moment présent. C'est-à-dire que par exemple moi j'ai fait une série de dessins qui s'appelle Les Hommes Nuages où c'est du dessin un petit peu obsessionnel et en fait t'es complètement porté, tu réfléchis après, c'est-à-dire que pour moi c'est le moment où le geste précède la pensée, en tout cas la conscience de ce que tu fais. Ok. Et Steph, non, tu veux rien ajouter sur le geste qui précède la pensée? La playlist de la nuit. Non mais ça paraît hyper prétentieux quand je dis ça comme ça. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que c'est ça. Je n'ai pas conscience de ce que je fais, je le fais. Ouais, comme quand un peu des fois tu surfes ou tu fais du tir à l'arc. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Oui. Moi je fais un parallèle entre faire du snowboard, entre la glisse et le dessin. Ok, waouh. C'est une association d'idées que je m'attendais pas à ça. Non mais c'est sensoriel. Sensoriel. Ouais, non, mais c'est cet état de suspension en fait. Tu sais, t'es tellement en réaction à ce qui se fait, à ce qui se produit que tu conscientises pas en fait. Tu es juste au moment où il faut être. Okay. C'est la méditation de pleine conscience, en quelque sorte. Il paraît que c'est ça, et c'est cette notion de flow, en fait. Ok. Que je connaissais pas, mais qu'on m'a soufflé. Amis auditeurs, prenez des notes. Et puis, comme c'est un questionnaire de Proust, c'est quoi votre Madeleine à vous? Moi, c'est ma grand-mère, Madeleine. Oh, c'est trop beau. La mère de Jean-Françoise. Ok, ma Madeleine. Et moi, c'est la tasse de thé avec la tartine et le bout de chocolat que tu fais fondre dans le thé avec ma grand-mère le mercredi après-midi. Oh, c'est beau, je vais pleurer. Écoutez, sur ces paroles, sur ces petites madeleines, il est temps de vous remercier, amis auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis dans cette aventure entre chien et loup, la première de la série. J'implore encore une fois votre plus grande indulgence. Merci à mes invités d'avoir accepté de partager un peu de leur intimité, et merci aux magiciens des manettes de Radio Ems, Franck en régie, sans qui cette émission ne saurait voir le jour ni la nuit. Merci à Léo, amie animatrice sur cette antenne, qui m'a accueilli dans son émission avant le 3e verre et m'a donné cette première déflagration radiophonique. Je salue ici le travail du psychologue et professeur d'université Hubert Ripoll, qui inspirait cette émission avec sa passionnante enquête dans la tête des créateurs, parue aux éditions Payot. On se retrouve le mois prochain autour d'autres personnalités artistiques, en vous souhaitant une douce nuit. Merci Claire, merci Franck. Merci Claire, merci Franck. Bisous. I gotta stay in my zone. Ask about me, I'm known. أخو شرموطة جاي لك حارتك. I'm hitting a lick and I'm gone. Me and Muzi, we said fuck it, we hop on a jet, went to Rome. Ay. The first time I met her, she looked at me, told me she loved my cologne. Think I do it for the fuck of it, like I ain't got nothing to do. I used to get sick to my stomach when I saw the white and the blue. You say you ain't into the politics, well I can't afford that. I got my brothers at home and they dying, cause that's where the war's at. دخاني بجيبه من مصر حشيشي لبناني. And don't try to compare to the boy, ولك أنا غزاوي. I got me a girl in Tunisia, but I can't tell myself he's from Egypt. If it ain't foreign, it's boring, so I got me a wife out in Jordan. حجر doing just fine on my own.
so I never pick up the phone. Hajar, doing just fine on my own. Ballin', so I never pick up the phone. Hajar, pull up with the stick and I'm gunning, I'm shooting, you running, he huffing and puffing, you end up with nothing, I'm hanging with Russians, we deaf to the tallness, it's money discussions, I flirt with her mom at the family function, I'm hoping she don't cut my dick off, I'm buzzing, I only got love for my people and cousins, we starting to blow, I got women that wanna get married, you know that they starting to stack, collecting my papers, my sweats show me bands, I'm feeling like Flowway, I'm counting my racks and the VVs be shining all over my neck, so I call them for me, you're the way they attack, طالع بيتفلسف علينا, no talking, I'm taking your shot off, no giving it back, and I'm back, I'm better, said I'm not rich, but I'm close and it's looking like East, where I'm getting my motherfucking bread up, ice on my neck, and lately been working so motherfucking hard that I don't got no time to relax, also got too many women, they mad at me cause I ain't texting them back, sorry, طالع بردش عليك وانا طالع, if you think that you're better than me, يعني انت مش عايش بالواقع. Now that I'm popping, they asking for favors, they hating, they don't wanna see me ahead. Getting this money, I'm chasing the paper, just like a motherfucker getting this bread. Threw me $500,000 on a house that I don't even need. That was cap, but I'm speaking it into existence. You get what I mean? I was running it back with the team. So fresh, so classy and clean. She said I got an accent, bitch, I'm exotic. It's nothing like you ever seen. Hajar, doing just fine on my own. Ballin', so I never pick up the phone. Hajar, doing just fine on my own. Ballin', so I never pick up the phone. Radio M. Would you like me to produce you? 1, 2. 1, 2. That's the way love comes.